de Jean Nouvel. Je voulais juste vous dire quelques mots de la part d'édition Flammarion, de Sophie Closet, sa présidente, et de toutes nos équipes, pour vous dire combien nous sommes fiers et heureux d'avoir aidé à ce que ce livre existe. Il est le fruit de si nombreuses idées, de si nombreuses années et de si nombreux après-midi enchantés de travail avec Jean, porté par l'enthousiasme de nombreuses personnes. Je voudrais remercier Donatien Gros aussi, qui nous fait la joie d'être là ce soir, et Charlotte Cruc, bien sûr, et Caroline Psiroukis, des éditions Flammarion. Voilà, vous allez découvrir un livre assez unique. Je crois qu'il n'existe pas d'équivalent dans aucune discipline, dans aucun domaine. Et voilà, je vous laisse le découvrir avec Jean et Donatien. Merci beaucoup. Merci Maxime. Oui, Coralie, oui. Voilà, donc juste pour vous dire, pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs, même les plus élémentaires, il y aura une signature de ce livre à la fin de cette conversation. Donc vous pourrez l'acheter et le signer. Et alors on a une demande pour la signature, essayez de vous assurer que Jean Nouvel ne dédicace pas trop long et ne vous pose pas trop de questions. Parce que Jean ayant une attention pour chacune et chacun, il lui arrive de passer jusqu'à 11h du soir à dédicacer. Essayons tous et toutes de nous éviter cela, s'il vous plaît. Merci Maxime. Mais ça dit aussi beaucoup de toi, Jean, le fait que tu aies cette générosité, cette attention et cette volonté de ce geste de présence qui est tellement important pour toi. Effectivement, ça a été une aventure incroyable parce que Jean écrit depuis toujours et ses textes sont méconnus et tu n'as jamais voulu rendre public à ce point-là, même si tu as écrit beaucoup de textes. J'ai quand même écrit pour Agile aujourd'hui, des choses comme ça. Mais c'était des interviews souvent. Mais au fond, ce livre, c'est un peu ton coming out d'écrivain, non ? C'est un peu ton coming out d'écrivain. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, écrire ? Mais écrire, c'est à chaque fois une façon de dire qui on est. Et d'avouer, je dirais. C'est un exercice de sincérité. Et par rapport à ma façon de travailler, l'écriture, pour moi, est une façon de dire quelque chose, souvent en termes polémiques, en termes qui parlent du fond des choses, du fond de ce qu'est l'architecture, qui quelquefois s'irrite de la situation, qui quelquefois, c'est pas uniquement je me mets dans un coin et puis je vais parler d'une petite chose qui est à droite, sur laquelle je pense en ce moment. C'est plutôt une façon de... C'est un peu quand même comme un carnet où je pourrais écrire ces choses-là. Ça arrive aussi quand même. Hein. Ça arrive que quand quelque chose fait problème, souvent j'ai envie d'écrire. Et j'écrivais aussi un tout petit peu pour le jardin, pour le journal du syndicat de l'architecture et de Mars 76. Je suis militant quand même, hein. Un peu militant de toute l'architecture, hein, mais aussi tout ça touche le politique et tout ça touche l'urbain au sens large. Bon, donc c'est à chaque fois une façon dont j'ai une série de petits carnets ou de petits cahiers ou de feuilles qui traînent comme ça, parce que c'est à chaque fois j'avais quelque chose à dire. Souvent, quand je le fais, je ne le sais pas avant. Je vais chez moi, je m'arrête et je commence. Voilà. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça, mais c'était pas dans l'idée à ce moment-là d'une édition. Tu parles de politique, je pense qu'il y a un autre aspect qui est très important dans ta perception du monde, et dans ces textes, c'est le poétique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Mais je crois que quand on fait mon métier, il vaut mieux être un peu poète quand même. C'est la dimension sensible et la dimension profonde
et un peu flou des choses. C'est pas les discours qu'on trouve habituellement dans les revues d'architecture sur le moniteur, je sais pas quoi. C'est vraiment. Donc, quand je parle de l'architecture, je parle d'architecture par rapport à ce que je pense que doit être l'architecture et ce qu'on peut en dire. Ça veut dire que l'architecture, c'est à chaque fois quelque chose, c'est un rêve ou une réalité qui devrait se réaliser. Et même quand elle ne se réalise pas, on fait semblant que ça se réalise. Et là, c'est aussi un peu comme si tu faisais allusion indirectement à la façon dont tu crées ton architecture qui naît toujours d'une vision, en fait. Je ne vois pas pourquoi on pourrait faire de l'architecture si on ne sait pas ce qu'on va dire. C'est la même chose pour un peintre, je pense que pour un écrivain c'est pareil. On peut rester un moment se demander ce qu'on va faire, mais à un moment il faut chercher quand même. Et quand on saute pour faire des architectures qui prennent en général quelques années pour se construire, quand ce n'est pas plus, c'est une obsession, ça devient quelque chose qui nous poursuit. Donc c'est une façon de parler et de trouver aussi, c'est une façon de trouver. Quand on écrit, on trouve des correspondances qu'on n'aurait pas trouvées. Je voudrais juste revenir sur une chose que tu as dit un peu avant. Tu as dit que parfois c'est un peu flou. Et en même temps, je trouve que ce qui est fascinant avec tes textes et avec ta vision en général, c'est que les textes peuvent sembler abstraits, mais tout est extrêmement précis en fait. Il y a dans le livre des textes de projet qui peuvent sembler des textes poétiques, mais tout y est en fait. Donc c'est intéressant la façon dont tu réussis, je pense que c'est assez exceptionnel, à la fois avoir un aspect, on peut dire flou, mais on peut aussi dire abstrait, on peut dire sensible, et quelque chose d'extrêmement précis. Non mais ça se complique parce que ce que je cherche c'est ça aussi. C'est-à-dire que par rapport à la définition architecture caricaturale du XXe siècle moderne et de tout ce qui était simplifié, droit et caricatural, pratiquement, je suis toujours dans la façon de créer comment dire ça, des ambiances. C'est des ambiances. Si l'ambiance n'est pas là, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas faire ce que la lumière est évidemment absolument importante, la matière aussi, les reflets plus ou moins, ou des grains, toutes ces choses-là. Donc et ça, dans le livre, je parle beaucoup de ça. Ça me fait penser au texte que tu as écrit sur Nemosus, qui quand même parle de ça aussi, cet espace de vie où tu as voulu créer une atmosphère de vie. Nemosus, c'est un exemple très particulier parce que c'est une réalisation expérimentale qui permettait d'avoir des bâtiments qui avaient des budgets un tout petit peu plus élevés. Non, c'est l'inverse. On ne pouvait pas être plus cher que le prix qui est pour n'importe quel bâtiment, mais on avait le droit de ne pas respecter les normes. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas revue. Et Dieu sait que les normes, c'est la catastrophe de l'époque. C'est vraiment une chose. C'est une horreur. C'est à chaque fois des bêtises qui sont. C'est des bêtises économiques souvent, c'est des bêtises sensibles, et c'est des personnes qui ne sont pas des architectes qui s'en occupent, qui sont c'est pas des ingénieurs non plus, souvent, c'est des personnes qui sont dans la fabrication de la chose, qui sont souvent plutôt dans le domaine de l'entreprise, et quelquefois ils font des choses bien, mais elles n'ont jamais fait exprès. Par rapport à ce que je proposais. Et est-ce que tu peux nous parler de ta proposition pour Nemosus? Nemosus, c'était donc un programme de logement social à
à Nîmes pour Jean Bousquet, donc Jean Cacharel. Et donc il y avait 200 logements à faire sur un ancien site dans lequel il y avait des platanes qui étaient à la bordure de la ville. Et à ce moment-là, Cacharel a décidé de ne pas mettre cette commande avec tous les logements sociaux qui étaient tous ségrégés comme ça, qui étaient loin. Il a dit on se met là. Bon, et le projet est parti de là. Et le projet est parti là aussi avec cette connivence avec le maire quand même, c'est assez important, mais aussi avec une connivence avec les personnes qui ont travaillé avec moi, en particulier mes collaborateurs, Jean Ibos. Et Vittard. Hein? Jean-Marc Ibos et Myrto Vittard. Parle plus fort. Jean-Marc Ibos et Myrto Vittard. Voilà, maintenant j'ai les prénoms, c'est ça. Bon, donc, surtout Ibos quand même. C'est sûr. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'on était là, dans une position qui est expérimentale. C'est-à-dire que je voulais répondre à la question du logement social avec toutes les normes qui sont ridicules. Donc, elle commence par la quantité. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours trop petit, c'est toujours trop bas, les murs sont toujours dans des conditions qui sont trop épaisses. Et c'est des choses donc, qui ne permettent pas de créer des logements dignes d'être créés dans ces conditions pour arriver à un plaisir de vivre. Ce qu'on cherche à chaque fois, c'est le plaisir de vivre. Je suis un hédoniste et je me bats pour ça, et je me bats pour eux. Et ce que je dis souvent, c'est que les architectes se font engueuler, mais la plupart du temps, c'est les seuls qui peuvent changer quelque chose. Parce que tous les ingénieurs, tout le système ingénierie actuel, c'est complètement bouclé, quoi. Donc il faut jouer avec tout ça. Et à Négosus, on a fait quand même des choses absolument incroyables, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire de grandes terrasses qui prolongeaient entièrement le living qui faisait 12 mètres de profondeur, et d'un côté à être sous les platanes et d'être dans des volumes qui étaient duplex, triplex, et avec des murs qui étaient en fait des portes c'était quoi? C'était des portes pour les pompiers en général. Donc c'est des murs entiers, c'était beau comme ça. Et donc dans l'appartement, on pouvait tout ouvrir, tous les platanes étaient là, et de l'autre côté c'était une énorme terrasse où les enfants jouaient, et tout le monde rentrait là, ils étaient tous traversants. Si on prend toutes ces exceptions, ça n'existe pas au monde. Et ça n'existait pas en France, en tous les cas. Ça n'existait pas nulle part. Donc on a réussi à faire ça. Et ensuite, c'est la gestion qui a été faite après par les promoteurs, non par les... oui, c'est le promoteur qui gère l'économie. Donc, eux, c'est en général incertain, mais avec Bousquet, ça allait bien, et puis après, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que ceux qui avaient la propriété de ces bâtiments les ont laissés, et c'est d'autres qui les ont pris avec des intentions un peu moins poétiques. Et Jean, une chose dont tu parles beaucoup, une chose dont tu parles beaucoup aussi, c'est le fait que l'architecte est un artiste. Est-ce que tu peux me parler de cette volonté que l'architecture soit un art et que l'architecte soit un artiste? Et c'est d'autant plus intéressant quand tu publies un livre et donc tu deviens un auteur. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de dire sur la couverture.
Mais enfin, je dis que si l'artiste disparaît, c'est l'architecture qui disparaît. Mais l'artiste au sens large, c'est-à-dire que l'architecte peut être l'artiste. Il peut essayer de jouer ça. Mais ce qui est très important, c'est que cette donnée irrationnelle et cette donnée sensible soit mise en avant au nom du plaisir de vivre et au nom de l'embellissement et de la continuité des paysages, des arbres, des contre-jours, etc., etc. Bon, donc l'architecture, c'est toujours quelque chose qu'il faut aller chercher. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve avec le lieu. Ah oui, il y a une autre chose que je dis quand même, c'est que la première chose, la plus importante, en fait, c'est que l'architecture est locale. C'est-à-dire qu'elle ne peut exister que si elle connaît son lieu, si elle connaît son nid. C'est le contraire de ce qui se passe en ce moment. Bon, et si on fait des bâtiments dont on ne sait pas où ils vont aller, et ça donne des lotissements que vous connaissez, ça donne le clonage absolu, ça donne tout ça. Bon, donc la première décision qui doit être prise, c'est de considérer que l'architecture ne peut se faire qu'à partir du moment où on connaît les lieux et où on connaît les caractéristiques essentielles qui permettent de construire. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir une raison de faire quelque chose. Une raison parce qu'on voit l'horizon, on sait les rochers qui sont là, on sait où est le voisin, etc. Et c'est comme ça que se fait l'architecture. Et ce qui est intéressant, c'est que le processus de ce livre, à certains égards, il illustre ta manière de concevoir, de créer, j'allais dire, parce qu'au fond, une partie de ces textes sont situés, ils sont liés à un moment ou une intervention, et d'ailleurs leur date est marquée, parce que la situation chronologique et géographique est très importante pour toi. Et en même temps, il y a cet énorme ensemble de textes que tu as ajouté à partir de ces textes et qui fait ensuite le livre. Et donc c'est fascinant parce que c'est à la fois comme si ce livre était à la fois situé et en même temps pas que situé. Il a à tenir autre chose que la situation dans laquelle chaque texte était. Il y a une totalité et il y a un truc qui s'appelle... Tu ne me feras pas dire ça. Je peux parler d'autre chose que de la situation, mais je répète que la situation est cruciale. C'est la première chose. Hein. Je ne m'amuse pas à faire de l'architecture pour la balancer, je ne sais pas où. On ne sera jamais. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis. Ah mais si, la façon que tu as dit ça, tu revenais à ça. Non. Je disais que l'architecture pouvait être située et elle pouvait, disons que, comment dire, chaque bâtiment de Jean Nouvel peut être situé à un endroit, mais l'ensemble des bâtiments de Jean Nouvel ont quelque chose de Jean Nouvel. Mais l'ensemble des bâtiments de Jean Nouvel, ils sont situés. Mais c'est aussi des bâtiments de Jean Nouvel. Sinon, ça veut dire que je ne suis pas là. Tout simplement. Ils sont situés en Jean Nouvel. En Jean Nouvel, oui, s'il vous plaît. Non, mais c'est intéressant parce que. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un peu cette double situation. À la fois. Parce qu'en fait, je pense que c'est encore autre chose. C'est que tu aimes la notion de complexité, tu es très fan d'Edgar Morin, et je pense qu'il y a cette manière dont une chose peut être de plusieurs situations en même temps. Ah, bien sûr, on adore ça. Ça fait partie de la complexité, ça fait partie des plaisirs qu'on peut, je dirais, tout à fait inventer par rapport aux saisons, par rapport au climat, par rapport à ceux qui sont autour, par rapport au climat le plus tangible, c'est-à-dire que ce soit la neige, que ce soit la pluie, que ce soit le vent, tout ça. C'est très important de savoir d'emblée que ces paramètres-là sont des paramètres positifs et que ce n'est pas uniquement des ennuis qui sont liés au vent
ou froid, ou je ne sais pas quoi. C'est simplement une façon de vivre avec ces paramètres pour les rendre positifs et pour les rendre joyeux. Il y a une autre chose qui est intéressante dans ce livre, Jean, c'est que les textes sont composés de beaucoup de manières différentes. Et il y a une vraie, je dirais pas une volonté, mais il y a un mouvement d'inventivité dans les textes eux-mêmes. C'est pour ça que je faisais le parallèle entre les textes et des bâtiments. Oui, mais enfin, ce qui caractérise le livre, c'est que c'est en fait sans livre. C'est-à-dire que ça ferait quoi? Ça ferait sans livret, parce qu'il y a près de 400 pages, ça fait 4 pages, c'est ça? Oui, mais c'est quelque chose comme ça, puisque les textes qui sont là sont des textes qui sont les uns après les autres et qui souvent n'ont pas de points communs. Tu peux trouver des points communs, mais ils vont être lus en même temps, automatiquement. Bon, donc Et on est encore dans un schéma en nouvelle. Oui, maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'adore les livres, tu sais ça, où on peut ouvrir ça à n'importe quelle page, Pessoa et tout ce et compagnie, mais et j'adore ça, c'est-à-dire que je pense que ce qui est là, c'est une série d'idées qui nous met déjà pratiquement dans un système de connivence et de dialogue. C'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose qui va dialoguer ou qui va se croiser avec tout ce qui est là et qui va donc automatiquement déclarer des affinités ou des contradictions. Et c'est ces contradictions et la façon de décrire là et la façon de les situer aussi. C'est vrai qu'on situe quand même comment on les lit. Mais ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui est imprescriptible initialement. On ne peut pas savoir quel est le thème qui va suivre. Oui, et c'est à la fois imprévisible et en même temps, Jean, dans la construction du livre, tu as tenu à ce qu'il y ait un rythme. Ah, ça c'est sûr. Ça, si l'architecture oublie le rythme, c'est aussi grave que pour un musicien. Hein. Ça, il n'y a pas de discussion. Tu peux m'en parler? Je peux pas te parler de tous les bâtiments en même temps, de quelle façon. Mais tous les rythmes sont évidemment un ADN tout à fait visible. Et c'est aussi ces rythmes-là, la façon d'aller chercher les ombres, d'aller chercher les brillances, d'aller chercher les matières, de se mettre en rythme accéléré ou de contredire à un moment les rythmes initiaux, c'est des superpositions, c'est des accidents pratiquement. Aussi. Des accidents cherchés quand même. Hein. Je ne sais pas un pilote qui se casse la gueule, c'est parce que j'ai oublié de ne pas voir ce soir-là. Et ça rejoint une autre chose qui, je pense, est très frappante dans le livre et très frappante aussi dans ton architecture, c'est l'inventivité. Parce que moi, j'ose vivre comme étant quelqu'un qui vient de la littérature, ce qui me frappe dans ces textes, c'est leur inventivité. C'est-à-dire qu'il y a 1000 formes différentes. Il y en a un qui a un texte assez incroyable, qui est un auto-interview, où Jean s'est interviewé lui-même. Et c'est un texte très drôle parce qu'il y a cette sorte de distance et en même temps cette volonté de te poser des questions qu'on ne te pose pas, et un côté parodique. Enfin, il y a l'auto-entretien, il y a un autre texte qui est l'anti-manifeste parodique. Est-ce que tu peux nous parler de cette inventivité en écriture? Non, mais l'inventivité, c'est pas uniquement en écriture, c'est en architecture. Si on n'invente pas en architecture, il faut faire autre chose aussi. Hein, c'est pas... Donc, le fait d'inventer, c'est la partie la plus mystérieuse, toujours. Hein. Bon, c'est-à-dire, moi, je travaille à ma façon, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir à peu près tout. Hein.
cite les personnages, cite et conditions réglementaires et tout ça. Bon, donc à partir de là, on commence à se faire une idée, en fonction du programme aussi, de qu'est-ce qu'on peut inventer là. Tout ça, c'est une invention. Il n'y a pas une architecture qui ne soit pas une invention. Ça veut dire que sinon, c'est pas une invention, c'est pas une architecture, c'est une construction. C'est pas du tout la même chose. Donc, les architectures sont là pour inventer quelque chose et pour poursuivre, pour approfondir des rythmes qui sont ceux des quartiers, qui sont ceux des horizons, qui sont ceux des forêts ou des champs, qui sont ceux de la façon de faire des routes à cet endroit-là, n'importe quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça qui est en relation directe avec ce qui est ajouté, ça pourrait être n'importe où. Et ce que je trouve super intéressant avec toi, Jean, c'est qu'à la fois tu as une relation au passé, à l'histoire qui est extrêmement forte, et en même temps tu ne t'arrêtes pas dans le temps. Et je pense que peut-être une découverte, on découvre un site archéologique et en même temps on découvre un vaccin. Et je pense que, est-ce que la découverte c'est important pour toi? Ah bien sûr, c'est absolument vital pour les projets qui ont quelque chose à dire. Au plan symbolique, au plan local, au plan aussi, je dirais, de la conscience de l'espace volé. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'espace. Parce que quand même, c'est là aussi un problème majeur et très très grave. C'est-à-dire que l'espace, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, mais il appartient à quelqu'un, à quelques-uns. Il appartient à tous ceux qui ont le droit de le voir et qui le voient, qui peuvent suggérer, avec des perspectives, avec des reliefs, avec tout ça, la longueur de tout ça, et c'est ces compositions-là, qui sont des compositions où même si on fait qu'une maison ou deux à un moment, il faut qu'elle soit en accord avec le cap qui est là-bas, et avec la petite montagne qui est là, plus le rocher qui est à droite quand tu rentres là. Bon, c'est une caricature. Et en relation avec les arbres, avec les lumières de tout ça. Donc tout ça, à chaque fois, c'est une composition, comme si un peintre devait faire ça par rapport à un paysage sur lequel il peindrait et qui est obligé de faire quelque chose qui va être en harmonie avec ça et qui va peut-être être beaucoup plus intéressant que le fond. C'est peut-être ce qui va être là qui va être la chose dominante. Et je vais te poser une question encore une fois sur le livre, parce que dans le livre, il y a des textes de projet, donc les textes que tu composes pour des projets, il y a des textes d'intervention, il y a des textes poétiques. Comment est-ce que tu vois le rapport entre les textes de projet et les autres textes? Non, moi je crois qu'il y a des textes dont on n'a pas parlé qui sont très importants. Ce sont les textes qui sont en fait des manifestes. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été, c'est ce que j'ai bien commencé comme ça. Hein. Mais pour moi, le manifeste de Louisiana, c'est un texte qui a fait ses preuves. Bon, mais il y en a plusieurs. Et Esprit es-tu là aussi, il est quand même assez tendu aussi, celui-là. Bon, mais c'est des choses qui sont faites pour être lues en tant que telles. Donc c'est des choses qui dans le livre arrivent comme des haltes, comme des façons de dire regardez ça et voyez ce que ça veut dire. Après on causera. Tu sais que dans le journal des Faux-Monnayeurs, il y a ce passage incroyable où Gilles raconte qu'il a un rêve, et il rêve qu'il a une bibliothèque, et il y a tous les livres qu'il a écrits en face de lui. Est-ce que toi, quand tu relis tous ces textes, tu as le sentiment, est-ce que tu penses d'abord à cette bibliothèque de tous tes textes et de tous tes projets que tu as en face de toi, ou est-ce que tu es surpris par telle chose?
Non, mais je suis surtout intéressé par qu'est-ce que je vais pouvoir inventer avec le suivant. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que même il y a un paramètre qu'on n'a pas vu là, c'est le temps. C'est le temps qui passe. Donc j'ai commencé tout ça dans les années 60. À l'école, c'est fin 60. Ça fait loin. Bon, mais le temps passe, mais le temps lui-même, il est quand même. C'est un paramètre vital. C'est vraiment. Mais ce qui est fascinant, si tu veux, c'est que ton énergie, elle ne baisse pas, quoi. Parce que Ce que je veux dire par rapport au temps, c'est que le temps tourne. Donc les paramètres changent, que ce soit en littérature, que ce soit au cinéma, que ce soit ça. C'est toute la matière avec laquelle on peut réfléchir qui bouge, et on bouge avec elle, et on essaie de la doubler, on essaie de faire tout ça. C'est quand même ça qui est en cours. Hein, c'est pas uniquement j'arrive sur un coin et puis je vais mettre une maison Phoenix. Bon, ça veut dire pas là. Donc je veux dire, malheureusement, on est souvent là, hein, sur ce qui se construit, qui n'est pour moi pas une architecture au sens noble, mais qui est malheureusement les conditions imposées à beaucoup de familles et personnes qui arrivent dans des conditions sociales aussi qui ne sont pas admissibles. une chose dont j'aimerais quand même qu'on parle, après, je pense il faut le cœur de la soirée, c'est que vous puissiez faire dédicacer vos livres par Jean, s'il vous plaît. On ne raconte pas trop de détails pour qu'on ne soit pas encore là à 11h du soir. Et je voudrais te poser une question sur l'objet livre. Parce que nous qui avons suivi avec Maxime, avec Charlotte, auprès de toi, la fabrication de l'objet, tu as voulu certaines mises en page très précises, tu as voulu certaines polices très précises, tu as voulu certaines italiques, du gras italique, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la matérialité? Celui-là, il vient de la façon de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plutôt 100 livres qu'un livre. Hein, donc, chacun, il faut qu'on comprenne quand même que ce n'est pas la même chose. Il y a quand même une rupture. Il y a quand même une rupture ou un contraste. Hein. Et il y a des textes qui sont très courts, d'autres qui sont très longs, mais qui sont souvent. Les plus longs sont des textes politiques, souvent, mais qui sont ceux qui changeraient vraiment la façon de vivre de la plupart des personnes. Et une autre question, à quel point est-ce que tes textes politiques sont poétiques et tes textes poétiques politiques? Ça va ensemble. C'est-à-dire, si la politique fait de l'architecture qui n'est pas poétique, il faudrait qu'elle change de métier aussi, et ça ferait beaucoup de gens. Parce que moi je pense que ce qui est fascinant aussi avec ta manière de penser ta manière de penser et de travailler, c'est cette question de la sensibilité. Tu parlais de contraste. Ce qui est fascinant avec les contrastes, c'est qu'il y a toute une gamme de contrastes. Ça peut contraster de plein de manières différentes. Et je pense que cette question-là de la sensibilité pour toi, qui fait que quand c'est politique, il y a toujours un élément poétique. Quand c'est poétique, il y a toujours un élément tout de même de pensée politique. Oui, on est obligé, quand on construit dans une communauté, on est obligé quand même d'être un peu politique. Et ça n'empêche pas d'être poétique. Et je pense même que c'est une obligation peut-être qui est renforcée. Et je pense aussi qu'il y a un adjectif qui est un peu démodé, mais je pense que c'est assez pertinent pour parler de toi. C'est la question, le terme humaniste. Je pense que c'est une chose, dans tous ces sens, de la Renaissance, de cette époque qui mêlait les savoirs, etc., à une approche, un sens plus contemporain. À quel point est-ce que c'est important pour toi de faire des choses pour des êtres humains? Et je considère que tous mes clients, a priori, sont des êtres humains. Donc, j'aime beaucoup travailler avec eux, j'aime beaucoup parler avec eux, j'aime leur faire plaisir. Et si on n'aime pas les hommes et les femmes qui sont là, la famille qui sont là, c'est pas la peine de faire ce métier. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler de ce à quoi tu réfléchis pour ton prochain texte? Pour mon prochain texte, qu'est-ce que je suis en train de préparer?
Ah, je ne peux pas en parler. Bon, On peut en parler. Ça touche Paris. merci Jean.